Vous suivez Au bout du foot avec Malik Edi et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h sur monparisfm.com. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Mon Paris FM, l'émission c'est Au bout du foot, piloté donc côté technique par notre ami Jason Lindor. Nous sommes le 27 mai 2024 et ma foi, l'actualité footballistique de notre planète est immensement riche. Avec moi ce soir, je vais saluer la présence de Lucas. Salut Lucas. Salut Malik, ça va? Bien, t'as passé un bon week-end? Non, pas trop. Pas trop, pourquoi? Non, c'est un week-end horrible. Pourquoi? Il y a des bombardements partout, Rafa, la Kanaki c'est compliqué, le monde est horrible, le monde est triste. Moi je parlais du monde du foot. Le monde du foot, c'était mieux le foot. Mais l'actualité politique était trop triste. T'as raison. On va saluer également notre Red Chef. Salut Abou. Salut Malik. Ça va, la forme? Bah ça va, moi j'étais pas annoncé titulaire de base, j'étais pas sur la feuille de match. Après ils ont vu que ça manquait de compétitivité, ils ont dit Abou viens, mets le brassard, hop, je me suis mis là. Ah, ça se la raconte. Et contrairement aux Lyonnais, on espère faire une bonne émission ce soir. Ah, t'as parlé des Lyonnais, on va saluer notre ami Léo. Salut Léo. Comment tu vas Malik? Ça va et toi-même? Ah écoute, moi j'ai passé un week-end difficile, hein. C'est-à-dire? Je vais pas vous le cacher. C'est-à-dire? Il y a eu des petits problèmes personnels, mais je saurais m'en relever. Non mais franchement, tu y croyais? Bien sûr. Si on n'y croit pas, ça sert à rien d'y aller. Ah bah écoute, moi je regarde les effectifs, je regarde le niveau de jeu et puis je pose la question. Hein. Bon. Salut Ibrahima, comment ça va? Salut à tous. Ça fait longtemps Ibrahima? Ouais, ça fait longtemps. Là, tu faisais quoi depuis tout ce temps? Non, j'étais un peu pris avec l'école et tout, mais là c'est bon, on est de retour. Bah écoute, bienvenue à toi en tout cas dans ce Au bout du foot. On attend la présence de notre ami Eladia qui ne va pas tarder à arriver. Également, notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr sera en ligne avec nous autour de 21h. Les amis, est-ce que vous êtes prêts là? C'est bon? L'échauffement a été bon, crampon. C'est bon. Tout est prêt? Allez, c'est parti pour le sommaire. Victoire obligatoire. Au menu d'Au bout du foot de ce 27 mai 2024, le Zapping Foot avec Lucas. Tout ce que vous auriez pu louper dans le monde du football. L'actu Au bout du foot. Débrief de la finale de la Coupe de France, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Retour également sur la fin de saison de nos clubs français en Ligue 1. Les Européens et les rétrogradés. Projection sur le barrage d'accession en Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et le FC Metz. Coupes européennes, débrief de la finale de l'Europa League entre l'Atalanta et le Bayer Leverkusen. Peut-on imputer cette défaite au choix tactique de Xabi Alonso? La question est posée. Projection sur la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid part-il vraiment favori? La question est posée. La chronique, quel choix pour quel résultat? Quel est le 11 type en Ligue 1 de nos chroniqueurs? Le dossier Au bout du foot, affaire Mohamed Camara. Doit-on sanctionner les joueurs qui refusent d'arborer une cause? Et enfin, la question Au bout du foot, faut-il supprimer le mercato d'hiver pour des championnats encore plus équilibrés? Au bout du foot, analyse, commentaires, décryptage, pronostic. Bienvenue. À 20h37, bienvenue en effet Au bout du foot avec Lucas, Abou, Léo, Elaj ainsi qu'Ibrahima. Tout de suite les amis, on va basculer dans le 30 secondes chrono. C'est parti, jingle. 30 secondes chrono, on va commencer par toi Ibrahima. Quel est ton 30 secondes chrono? Top départ, c'est parti. Alors pour mon 30 secondes chrono, le sujet que j'ai choisi, c'est le mercato du Paris Saint-Germain. Selon SoFoot, c'est la référence, j'ai vu qu'ils pouvaient recruter le gardien de but Matvei Safonov. Il va falloir s'y habituer. Ouais, il est russe, il est actuellement le gardien du Kuban Krasnodar, deuxième du championnat russe. Il pourrait être la doublure de Donnarumma la saison prochaine, parce qu'apparemment Keylor Navas est parti. Arnaud Tenas a des envies d'ailleurs, et Sergio Rico et Arnaud Letellier sont en fin de contrat. C'est fini, 30 secondes terminées, les amis. Le futur second gardien du Paris Saint-Germain. J'ai pas retenu son blaze, donc je sais pas. Il s'appelle Matvei Safonov et il joue à Krasnodar actuellement. Bon, on va dire Safonov. Monsieur Safonov,
C'est bon. Allez. Lucas, est-ce que t'as une réaction là-dessus sur la probable arrivée d'un deuxième gardien pour suppléer Donnarumma? Oui, si jamais ça se fait, je comprendrais pas, puisqu'il coûte cher. C'est annoncé à 20 millions d'euros. Il a visiblement les mêmes caractéristiques de Donnarumma. Ça veut dire qu'il est mauvais au pied, très bon sur sa ligne. Donc il a le même âge aussi que Donnarumma. T'as déjà ces critères de performance et tout ça? Les scouts, on en parlait un petit peu, et visiblement c'est le même. C'est une photocopie. Et il y a Arnaud Tenas qui fait très bien le job en numéro 2 pour moi, donc je ne comprendrais pas cette arrivée. Arnaud Tenas, apparemment, il a envie de partir, peut-être pour être titulaire dans un club d'un niveau inférieur à celui du Paris Saint-Germain. Donc ça peut se comprendre qu'il ne reste pas la saison prochaine. Ouais, mais de là à balancer 20 millions sur une doublure... C'est vrai que c'est cher, après... Mais quand Paris s'aligne, les prix triplent, hein, c'est ça aussi. On le voit. Et là, il y a une réaction là-dessus. Est-ce que tu as appris la nouvelle déjà Ouais, j'ai appris la nouvelle. J'ai vu aussi quelques boulettes qu'il avait faites. Oui, ça y est, et là, il est parti sur YouTube tout de suite. Non, mais c'est ce qu'ils mettent directement en avant. Moi, je te dis, c'est ce qu'ils mettent directement en avant. Quand on parle entre 15 et 20 millions sur un joueur, et qu'on voit qu'il a des difficultés au pied comme ça, et en sachant que Luis Enrique veut un libéraux comme gardien, c'est très mal barré, quoi. Mais qui l'a choisi alors dans ces cas-là? Luis Campos. Je ne sais pas. Ouais, mais Luis Campos, on sait qu'il y a des dissensions. J'imagine qu'il discute quand même avec son coach. Oui, visiblement, ils ont beaucoup de désaccords, que ce soit sur Euro, sur Xavi Simons aussi. Il y a visiblement beaucoup de désaccords à Paris. Oh bah écoute, affaire à suivre dans tous les cas. On continue ce 30 secondes chrono avec toi, El Hadj. Moi, ça serait pour mon cher Toni Kroos qui prend sa retraite. Et franchement, Toni, il m'a fait voir de toutes les couleurs. Franchement, il m'a... c'est le coup du siècle, hein, tout simplement. Fiorentino Pérez a réalisé le coup du siècle avec Toni Kroos, qui est l'un des meilleurs à son poste, si ce n'est le meilleur. Et franchement, il va gravement nous manquer. Et là, on voit qu'il va prendre sa retraite. Il est encore en très, très grande forme. On a pu le voir encore dans les phases éliminatoires directement en Ligue des Champions. Et moi, franchement, ça me peine beaucoup. Et j'espère, je pense qu'il va gagner la dernière Ligue des Champions. Et je l'espère en tout cas. Tu as dit nous, il va nous manquer. Il va nous manquer, il va manquer à tous les amoureux du football. Ah d'accord, oui. ok, c'est la précision tous que les j'attendais. Amoureux du football. C'est la précision que j'attendais de toi. Je pensais que tu parlais en tant que supporter du Real Madrid. C'est pour ça. Non, du tout. Mais je peux parler aussi en tant que supporter du Real Madrid. Il va me manquer aussi. D'accord, ok, c'est retenu. Toni Kroos, les amis, réaction, on est tous unanimes. Hein. Ouais. Excellentissime joueur. Hein, les gens. Excellentissime joueur. Voilà, personnalité hors norme. Et comme il le disait, Lucas à côté de moi je trouve que le mot légende, il a été galvaudé. Aujourd'hui, on appelle tout le monde une légende. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Et pour le coup, Toni Kroos, c'est vraiment une légende du football, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Moi, je kiffe même la personnalité du gars. Je trouve qu'il est différent, qu'il se prend pas la tête, qu'il est léger dans tout ce qu'il fait. Et il va extrêmement manquer au football. Et je trouve que c'est bien de partir comme ça, en fait. C'est kiffant. Tu pars sur Imagine un instant si la sélection allemande remporte l'Euro. Oui, on n'espère pas pour les Bleus, mais c'est sûr que ce serait le coup du siècle, comme il le disait là tout à l'heure. Et toi, Léo, ton sentiment? Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Toni Kroos est assurément une légende du football. Et puis, c'est un homme aussi hors des terrains, moi, qui me plaît parce que c'est un des rares joueurs, trop rares joueurs même, à prendre position quand il y a une cause qui lui tient à cœur. Donc je pense que c'est quelque chose à souligner aujourd'hui. On continue le 30 secondes chrono avec cette fois-ci notre ami Lucas. Du coup, aujourd'hui, dans mon 30 secondes chrono, je voudrais parler du foot féminin, puisque le FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions aux dépens de l'Olympique Lyonnais, dans un stade San Mamés électrique garni de 50 000 spectateurs, acquis à la cause du Barça. Le club catalan s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Ballon d'Or, Aitana Bonmatí et Alexia Putellas. C'est leur 3e sacre européen, contre 8 pour l'Olympique Lyonnais. Mais malgré tout, on regrette que le match n'ait pas été retransmis en France. Canal+ préfère retransmettre la Saudi League Pro avec 15 000 spectateurs par match, plutôt qu'une finale Ligue des Champions féminine. C'est bien dommage. Choix éditorial les amis, éminemment contestable. Le football féminin, c'est vrai qu'il y a que des garçons autour de la table, mais le football féminin, je sais que Stéphane Desenclos le regarde assez régulièrement, mais est-ce que vous, au niveau de ce plateau, vous êtes spécialement attiré par le foot féminin, les amis, franchement? Ibrahima? Sincèrement, non. Ça m'arrive de tomber quelques fois sur certains matchs. Je peux m'arrêter peut-être 15 ou 20 minutes pour regarder, mais la plupart du temps, je ne vais pas prendre l'initiative de regarder un match de football féminin. Faudrait peut-être que je le fasse, peut-être que je loupe de grands matchs, mais pour l'instant, non, sincèrement, c'est pas quelque chose que je fais. Et Abou, toi?
Non, mais par contre, moi. Non, mais tu réponds pas à la question là. Là, t'es en train de me faire un pont là. Pourquoi il monte du doigt comme ça? Je comprends pas. Par contre, Lucas, il disait quelque chose d'intéressant. Il disait que Canal+ n'avait pas diffusé la finale. Mais moi, je trouve que le problème, et ça va répondre en même temps à ta question, le problème, c'est que c'est pas Canal+ qui aurait dû diffuser cette finale, mais une chaîne en clair. Ouais, parce qu'en vrai, les finales, ça doit être diffusé en clair, en France, je crois. Et là, on a un club français qui est en finale et on le diffuse pas en clair, c'est un problème. Donc, non, moi, je regarde pas le football féminin, malheureusement. Mais on nous permet pas aussi également de regarder le football féminin. Des matchs comme ça, faut les mettre en avant. Par exemple, quand l'équipe de France jouait les grandes compétitions, l'équipe de France féminine, là, je regardais, mais parce que les matchs étaient mis en avant. Mais je vais pas faire l'effort d'aller chercher du football féminin. Et toi, là, qui regarde tous les matchs, justement? Non, moi franchement, je regarde de temps en temps. La finale, je l'ai regardée en vite fait, hein, pas très longtemps dessus. Je me suis pas arrêté longtemps dessus. Après, voilà, des matchs comme quand tu vois le Paris Saint-Germain face à Lyon, des fois tu peux regarder aussi. Moi, c'est des matchs que je peux regarder si c'est pas des matchs médiocres, parce que des fois on voit aussi de la qualité. Mais franchement, Ibrahim, t'aurais dû t'abstenir de répondre. Stéphane, il va encore te tomber dessus en disant que tu regardes pas la Ligue 1 et les matchs féminines aussi. Excuse-moi d'être sincère. Mais, non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais du coup, ouais, on regarde, mais c'est vrai que ça doit être diffusé en clair, hein, parce qu'on voit bien les matchs de Ligue Europa et de Conference League et même de Ligue des Champions. Les amis, arrêtez. Il y a plein finale de Champions League. Il y a plein de matchs des garçons qui ne sont pas diffusés en clair. Non, pas les finales. Pas les finales. En Europe. Il n'y a pas que les finales. Avant d'arriver en finale, il y a des matchs. Mais pas les finales, Malik. Attends. Sur W9, on a bien vu Lens jouer en Ligue Europa cette saison. En Ligue Conférence, que ce soit sur W9 ou M6. Ou même RMC 24, RMC Découverte, ils arrivent à les lancer dans les. Mais bien sûr, non. Une finale de Ligue des Champions, là. Malik, je suis désolé, mais au moins W9, ils auront pu nous montrer ce match-là, finale de Ligue des Champions féminine. Ou même le service public, c'est le rôle du service public. Il y a un club français qui est en finale de Ligue des Champions, diffuser le match. Et après, j'ai envie de dire, Stéphane, il pourra tomber sur Ibrahima s'il le veut, pardon, mais même le président, l'ancien président de Lyon, Jean-Michel Aulas, il a préféré boycotter la finale féminine pour aller voir les garçons jouer. Oui, j'appelle pas ça un boycott. Après, il a fait un choix. C'est un choix. Mais c'est un boycott. Tes filles jouent une finale de Ligue des Champions, tu préfères aller regarder une finale de Coupe de France. Non, mais alors comme tes hommes aussi jouent une finale de Coupe de France. Tu fais partie des hommes qui ont démocratisé le football féminin en France. C'est honteux, monsieur Aulas. Mais justement, il n'a plus rien à prouver. Est-ce que la faute aussi ne vient pas de la programmation? Ah aussi, bien sûr. Bah non. Léo, ton sentiment, j'espère que tu es l'exception de ce plateau. Organiser une... Tu regardes les matchs de l'équipe? Non, pas spécialement non plus. Je regarde un petit peu Lyon quand il y a des grosses affiches parce que c'est Lyon. Parce que c'est une équipe qui a un palmarès qu'on ne présente plus. Parce qu'elle est dans le top 3 mondial au niveau des femmes. Mais je pense que la programmer une finale de Ligue des Champions et une finale de Coupe de France le même jour, c'est vrai que c'est un petit peu joué contre le football féminin. En tout cas, de la part de la Ligue. Mais je suis d'accord avec toi. 30 secondes chrono cette fois-ci pour Abou. Alors moi, 10 secondes déjà pour féliciter Pierre-Emerick Aubameyang et la saison formidable qu'il a fait, lui qui va finir meilleur joueur de Ligue Europa, lui à qui on a donné le trophée. 10 secondes pour féliciter les minots de l'OM. 45 ans après, l'équipe de Marseille U19 gagne enfin une Coupe Gambardella et c'est formidable pour eux. Et 10 dernières secondes pour fustiger les supporters lyonnais et parisiens qui ont été tout simplement honteux de A à Z ce samedi à Lille. Voilà, honteux en allant au stade et honteux dans le stade de par ce qu'ils ont fait, notamment les jets de bouteille sur le gardien Aboubacar Dosso. Ça a failli être du 100% OM, hein, ce 30 secondes chrono d'Abou, mais il a fini justement avec un sujet qui a retenu notre attention ce week-end, notamment les bagarres qui ont eu lieu entre supporters parisiens et lyonnais, surtout au niveau du péage en Lille. Ça reste quand même du 100% OM. Il tacle quand même directement l'Olympique qui lui est passé devant et le Paris Saint-Germain contre qui ils sont en face. Du coup, ça reste du 100% OM. Mais bon, passons ce sujet. C'est juste, je reprends sur ce que tu disais. Mais voilà, mais c'est très louable. En tout cas, tes 30 secondes sont très louables. Mais je sais que tu es d'accord avec moi quand je fustige des supporters lyonnais et parisiens. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Comme il a dit que c'était pas 100% OM, je reprends dessus, c'était 100% OM. Les bagarres qui ont eu lieu justement en marge du match olympique lyonnais Paris Saint-Germain, assez dramatique, hein, sachant que c'est pas la première fois que le football français se retrouve dans ces situations-là. Est-ce que finalement il y a quelque chose qu'on pourrait éventuellement à notre humble niveau ici proposer au niveau de la préfecture ou au niveau de la ligue pour empêcher ce type de mouvement?
rééduquer les gens. Non, Parce mais que franchement, c'est un problème d'éducation. là. oui, c'est vrai qu'il y a un problème d'éducation, Abou, tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est quand même un problème de l'État. Et pour moi, c'est gravissime. Comment on peut, jusqu'à ce qu'il y a des ministres qui s'expriment et qui disent non, on est contre les déplacements de supporters. Mais est-ce que vous imaginez et après, on veut prétendre être un pays du football. Non, c'est faux. Il y a des rivalités beaucoup plus grandes, que ça soit en Angleterre, que ça soit en D3, D2, ils arrivent à gérer les équipes. On va pas nous faire croire que deux aussi grands clubs en France, les supporters n'arrivent pas à être gérés par l'État. C'est gravissime. Moi, je trouve quand même la sécurité gravissime. Moi, ok, les supporters sont bêtes, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi ce gros problème de l'État qui ne mettent pas, oui, et qui ne mettent pas en disposition et qui ne mettent pas les choses adéquates pour que tout se passe bien. Tout n'est pas réuni, du moins. Léo. Et pour juste compléter un petit peu ce que disait Eladj, en France, on parle de déplacement de supporters entre minimum 700 et maximum 1000 personnes. Ouais. Quand en Allemagne, on a des déplacements parfois de 15 000 personnes en deuxième division. C'est pas non plus... en Angleterre, tous les week-ends... Regarde, à Londres, ce week-end, à Wembley, il y avait la finale de la Coupe d'Angleterre entre City et United, 90 000 personnes, 2 clubs rivaux, il n'y a pas eu un problème. Mais moi, je suis d'accord avec vous deux sur ça, mais tu pourras tout faire. Gérer les déplacements, faire en sorte que ce soit carré, qu'il n'y ait pas de bus caillassés, de bus brûlés, etc. Comme on l'avait vu à Marseille aussi, des supporters idiots qui ont caillassé des bus, etc. Tu pourras tout faire. Mais une fois que ça rentre dans l'individualisme, quand tu as des gens qui se permettent d'être à Lyon, moi j'ai vu des gens qui étaient à Lyon, qui étaient à Lille ce week-end, des propos mais nauséabonds, l'État peut rien contre ça. Tu vas arrêter les gens par un. Interdiction du stade. Oui, interdiction du stade, mais tu vas le faire pour c'est du cas par cas. Tu auras une occasion pour faire le bête, mais pas deux. Oui, mais ça, pareil, Malik, c'est à l'extérieur du stade. Comment à l'extérieur du stade, on va identifier tous ceux qui, aux abords du stade, insultent les uns toi, tu les as vus, non? De sales bougnoules. Toi, tu les as vus. Oui, mais toi, tu les as vus, voilà. toi, mais tu vas porter plainte contre quelqu'un qui passe furtivement et qui t'insulte de sales bougnoules. Comment tu fais pour porter plainte contre cette personne-là? Si toi, tu les as vus, donc ça veut dire qu'il y a des images. Il y a des pièces à conviction. Des images qu'on ne trouve jamais, en tout cas, mais... En tout cas, moi, je pense que c'est important de pointer du doigt la responsabilité de l'État, mais il faut, et surtout, pointer du doigt la responsabilité individuelle des uns et des autres. C'est honteux aujourd'hui d'en arriver à un stade où tu brûles des bus, où tu insultes les gens de sales bougnoules, de sales je sais pas quoi, ou je ne sais quoi d'autre. C'est au club aussi, je pense, de faire le ménage, entre guillemets, avec leurs supporters, notamment à Lyon. Alors, le dernier 30 secondes chrono pour toi, mon cher Léo. Oui, alors de mon côté, je voudrais qu'on parte un petit peu plus à l'est en Turquie, parce que le championnat s'est clôturé ce week-end, et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que Fenerbahçe n'a pas remporté le championnat avec 99 points, et une seule défaite au cours de la saison, donc c'est assez incroyable, et avec une meilleure différence de but aussi que Galatasaray, avec, faut le noter, un Mauro Icardi retrouvé, auteur de 25 buts cette saison, meilleur buteur du championnat. Donc voilà, Galatasaray, 102 points et sacré champion de Turquie. Merci mon cher Léo. On passe tout de suite et maintenant dans le zapping foot. Mon cher Lucas. Oui, Malik, pour ce zapping, je voudrais revenir justement sur ce qu'on a dit un petit peu sur les violences qui ont émaillé les stades de foot ce week-end en France et à l'étranger. Tout a commencé avec la finale de la Coupe Gambardella entre les U19 de Nancy et de Marseille. Des supporters parisiens arrivés en avance au stade Pierre-Mauroy ont lancé des projectiles sur le gardien marseillais Aboubacar Dosso, lui-même passé par le PSG en équipe de jeunes. Après plusieurs minutes d'interruption, le match a pu reprendre mais a failli dégénérer lorsqu'un supporter lyonnais est venu cracher sur Gaël Lafont qui a eu le tort de célébrer son but un peu trop près du parcage lyonnais. Au même moment, au péage de Fresnes-les-Montaubon prenait feu en match de l'affrontement entre les supporters parisiens et lyonnais qui voyaient leur club se disputer la finale de la Coupe de France. Malgré un dispositif policier imposant, la police n'a pas réussi à empêcher les supporters des deux clubs de se croiser, entraînant une vingtaine de blessés. Si la rencontre s'est globalement bien passée au stade Pierre-Mauroy, ce n'est pas le cas du Groupama Stadium où plusieurs milliers de supporters lyonnais étaient rassemblés pour suivre la finale sur écran géant. Un supporter lyonnais, par ailleurs filmé en train de faire des saluts nazis, s'en est pris à une supportrice, vraisemblablement en raison de son voile, lui assénant plusieurs coups au visage. Et si le club a immédiatement apporté son soutien à la jeune femme, son inaction envers une partie de ses supporters qui affichent ouvertement ses liens avec les mouvements néo-nazis pose question. Enfin, c'est la finale de la Coupe de Grèce qui nous a offert un bien triste spectacle. Le match qui opposait l'Aris Salonique au Panathinaikos s'est disputé à huis clos dans un climat tendu puisque cette saison, le championnat grec a été le théâtre de nombreux affrontements entre supporters et policiers. Afin d'éviter les tensions, la fédération a pris l'habitude depuis plusieurs années de désigner un arbitre étranger pour tenir le sifflet et c'est la Française Stéphanie Frappard qui a hérité de ce cadeau empoisonné.
Entre les semelles sur les talons d'Achille et les coups de pied au niveau du thorax, c'est une véritable boucherie que Stéphanie Frappart a dû arbitrer, distribuant 3 cartons rouges, loin d'être contestables. Sauf qu'au coup de sifflet final, les joueurs de l'Aris Salonique, réduits à 9 contre 10 pendant 20 minutes, accompagnés de leur président Theodoros Karapidis, ont pris à partie l'arbitre français au point de l'obliger à quitter le stade sous escorte policière. Loin d'apaiser les tensions, le club de l'Aris Salonique a déposé une plainte auprès de l'UEFA le lendemain du match afin de contester plusieurs faits de jeu. De son côté, Stéphanie Frappart a précisé dans son rapport que des joueurs de l'Aris l'ont insulté verbalement et menacé physiquement à l'issue de la rencontre. Évidemment, les célébrations des victoires des Minots marseillais, du PSG et du Panathinaikos passent au second plan. Le sentiment qui prédomine le lundi, c'est la honte de voir que le football français et les autres sont gangrénés par des abrutis violents et irresponsables, à la fois dans les tribunes, dans les bureaux et même sur les terrains. Merci Lucas pour ce zapping foot. Les amis, moi j'ai envie de m'arrêter rapidement sur notre arbitre justement qui s'est fait bousculer du côté de la Grèce. La première question que j'ai envie de vous poser comme ça, est-ce que déjà il fallait qu'elle accepte, ou en tout cas qu'est-ce que la Ligue accepte de faire partir notre Frappart national de ce côté-ci, sachant que le match lui-même déjà il était à guichet fermé, à huis clos, plus précisément à huis clos. Et, est-ce que franchement il fallait la laisser partir là-bas? Moi j'ai l'impression que c'était un peu déjà su d'avance ce qui allait se passer. Léo? Non, moi je pense que le sujet n'est pas le bon. La question n'est pas de savoir est-ce qu'il aurait fallu la laisser partir en Grèce, c'est pourquoi on en arrive à ce genre de comportement. Qu'on aime ou pas Stéphanie Frappart, c'est une arbitre officielle licenciée, enfin qui a tous les prérequis pour arbitrer de grandes rencontres. Pourquoi on en arrive à un point où des joueurs insultent un arbitre qui est censé représenter l'autorité, que des dirigeants le font également? Moi, je me pose une autre question, c'est comment... Mais la situation, on la connaît, Léo, justement. Mais c'est pour oui, ça mais que je est-ce pose que la c'est question. normal? Est-ce qu'il fallait la laisser partir là-bas? Est-ce que c'est pas un traquenard, finalement? Moi, je pense, honnêtement, si je peux me permettre, moi, je pense que... voilà, maintenant, on dit beaucoup, oui, l'égalité homme-femme, on essaye, je pense qu'ils ont essayé de montrer, voilà, il n'y a pas de différence, on vous envoie un arbitre qui est de sexe féminin, et en sachant comment c'est tendu et comment il y a de la corruption, et c'est pour ça qu'ils appellent des arbitres étrangers. Moi, je pense que c'était pas une bonne idée d'envoyer Stéphanie Frappart là-bas, et du moins, on a pu le voir, dès qu'il y a une femme qui arbitre les matchs, surtout dans des pays où il y a beaucoup de tensions, on a pu le voir aussi avec Belaïli qui s'en est pris physiquement même à une arbitre, en plein match, en l'attrapant par le bras, en lui parlant à côté, pourquoi tu siffles une faute, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et après il s'excuse, mais ça serait un homme, est-ce qu'il aurait fait ça, est-ce qu'il serait comporté comme ça? Non. Je ne pense pas qu'il serait comporté comme ça du tout. Du coup, c'est la réalité des choses qui nous rattrape. Quand il y a des matchs à tension comme ça, je pense ce n'est pas je pense que c'est pas très intelligent d'envoyer des femmes. Ouais, peut-être que ça a été fait justement dans l'idée de dissuader ce type de gestes, de propos. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les amis, on va poursuivre cette fois-ci en partant avec la chronique L'actu au bout du foot. Alors les amis, un autre actu au bout du foot, sinon nos actus au bout du foot, on va parler de la Coupe de France, de la Ligue 1 surtout et puis de l'Europa League. On va commencer justement avec la Coupe de France. Largement dominateur en première période, le Paris Saint-Germain s'en est remis à Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz pour rapidement prendre 2 buts d'avance dans cette finale de Coupe de France. La réduction du score de O'Brien ou au retour des vestiaires n'y changera rien. Le club de la capitale règne de nouveau en maître sur le football français. Qu'en avez-vous pensé de cette finale, cher chroniqueur Abou? Franchement, moi, c'est une finale que j'ai trouvée pas dingue. PSG était au-dessus. Pour vous dire la vérité, mais pour être vraiment totalement honnête et transparent avec vous, j'ai regardé la première mi-temps. Deuxième mi-temps, je me suis branché sur Plus Belle la Vie. J'ai regardé 2 épisodes de Plus Belle la Vie. Non, mais vraiment, je m'ennuyais et je suis revenu après pour regarder la fin de la finale. Et j'ai pas trouvé que c'était dingue. Mais après, on dit que, c'est une phrase en tout cas que moi je dis, une finale, ça se gagne, ça se joue pas. Donc, le PSG a gagné la finale et félicitations à eux. Mais j'ai pas trouvé le niveau de jeu excellentissime. Mais faut quand même applaudir le PSG parce que 15 Coupes de France, c'est énorme. Là, ça faisait 2-3 ans, je crois qu'ils n'en avaient pas remporté une. Et 15 Coupes de France, c'est vraiment grandiose. Même avec les moyens qu'ils ont, on a l'impression qu'ils ne se rassasient pas. Et ça, c'est bien pour notre championnat et sa compétitivité. Léo. Lucas. Léo. Effectivement, oui. On a vu qu'il y avait un niveau d'écart entre les deux équipes, pardon.
La victoire du PSG est tout à fait logique, même à partir du moment de la réduction de l'écart par O'Brien. Il n'y a aucun moment où je me suis dit l'OL est en capacité d'égaliser, à part peut-être sur un coup du sort. Pour avoir été au parc pour le PSG Lyon là, il y a quelques semaines, c'était dans le jeu en tout cas, même si le résultat était plus sévère parce qu'il y avait eu 4-1, c'était beaucoup mieux de la part de l'OL. Ce jour-là, ils n'avaient pas été très bien payés par rapport à la production. Là, on a clairement senti qu'il y avait une différence entre les joueurs. Alors, est-ce qu'ils étaient un petit peu stressés par l'enjeu? Est-ce qu'ils étaient un petit peu reposés après avoir dépassé l'OM en Ligue 1? Je ne sais pas. Mais oui, il y a effectivement eu 2 classes d'écart entre les deux équipes dans une finale qui restera pas dans les mémoires, à mon avis. En tout cas, côté lyonnais. Ibrahima, ton sentiment? Non, pour revenir sur cette finale opposant Paris à Lyon, dès la première minute, le Paris Saint-Germain a directement mis les bases du match, quoi, tout simplement. Hein. Ils ont dominé tout le match, en fait. Il n'y a pas eu de réel match. Lyon, à un moment donné, est revenu au score. J'ai cru peut-être à la révolte, mais il ne s'est pas passé grand-chose par la suite. Donc je pense que c'est une victoire méritée du Paris Saint-Germain et personnellement j'ai senti les joueurs lyonnais plutôt fatigués et pas très inspirés. Et fatigués des deux côtés même, et j'ai bien aimé la performance d'Ousmane Dembélé qui a fait une plutôt bonne finale. Mais sinon à part ça, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match. Ruiz aussi. Un de ses meilleurs matchs, surtout sa première mi-temps. Oui, c'est vrai qu'il a fait une bonne première période, mais bon, ça fait quand même 3 ans qu'il est au club. Enfin, c'est ça que t'as envie de dire. Enfin, oui et non. Hein, ça. Elle a dit. Oui, c'était un match, je rebondis là-dessus. La première mi-temps était bonne, très bonne même, je pourrais dire, pour Fabien Ruiz, depuis ce qu'il nous a montré en tout cas, mais la deuxième mi-temps, il est retombé dans ses travers. On l'a vu, du coup, si son max est 45 minutes, moi ça m'inquiète, ça fait un moment qu'il est là, comme Ibrahim l'a dit, ça fait 3 ans qu'il est là, il doit s'adapter beaucoup mieux au jeu. Et concernant le PSG, bah oui, hein, franchement, moi je pense que même le score ne reflète même pas la différence différence technique qu'il y avait sur le terrain, parce que le PSG, dès l'entame du match, ont mis le pied sur le ballon et jusqu'à la fin, on les a pas sentis en danger. On n'a pas senti, les Lyonnais n'ont pas su emballer la rencontre et même vers la fin, on a pu voir, ils ont pas amené ce grain de folie qu'ils amènent d'habitude avant chaque fin de match. C'est des attaques, des contre-attaques, du box-to-box un peu, et il n'y a pas eu ça, il a manqué parce que vers la fin, on a vu le PSG faisait tourner la balle, on a gagné, il reste 5 minutes, on va faire tourner la balle. Pendant plus de 1 minute 30, les Lyonnais n'arrivaient pas à toucher le ballon pendant un moment, plus de 1 minute pendant 30. 15 minutes, c'était... Oui, ils sont en train de faire tourner le ballon, c'était vraiment à lui, à moi, et les Lyonnais n'existaient pas. Je pense qu'ils avaient ce sentiment d'avoir accompli quand même quelque chose de grand en deuxième partie de saison, faut le rappeler quand même, parce que c'est les deuxièmes qui ont pris le plus de points, ou le premier même. La meilleure équipe en 2024, ce n'est pas rien. C'est quand même une cadence de champion, et je pense que là, ils sont arrivés en finale épuisés, exténués, et là ils ont vu qu'il n'y avait pas moyen de changer les choses avec un PSG aussi au rendez-vous, qui s'était bien reposé juste avant. C'était très compliqué. Moi, je retiens pas grand-chose de ce match. Effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait que Paris était au-dessus. Paris mérite sa victoire, mais il y a quand même un truc qui m'a chagriné, c'est encore une fois la faiblesse, on va dire, de Paris sur les coups de pied arrêtés. Paris prend un but, une tête de Jacob Ryan, et 5 minutes après, il y a Donnarumma qui sort un arrêt exceptionnel, parce que sinon Tagliafico en met un deuxième. Et voilà, c'est inquiétant toute la saison. C'est encore inquiétant. Je pense que ce sera un des gros chantiers du PSG pour la saison prochaine. Léo, tu veux réagir rapidement ? Juste, il y a quelque chose, parce qu'on vient de parler de Donnarumma, il y a quelque chose qu'il faut rajouter et qui est plutôt positif pour les Lyonnais, je pense. C'est qu'on a vu Lucas Perry, qui est arrivé il y a 6 mois, et qui a fait un très gros match, alors qu'il y avait énormément de pression sur lui, et qui n'avait joué que 3 matchs avant. Donc, et qui donne raison à Pierre Sage, parce que Pierre Sage a fait un choix très très fort en mettant Lopez sur le banc, et il serait loupé à ce niveau-là. Je pense que des journalistes comme Stéphane ne l'auront pas loupé du tout, bien au contraire. Du coup, je pense que là, franchement, moi, ça m'a étonné. Ça m'a surpris, je le connaissais pas, et il m'a surpris. Il est quand même très très suspect sur le but de Fabien Ruiz. Son placement est très très bizarre. Mais justement, sur le premier, il y a une frappe avant j'ai vu un ralenti aujourd'hui qui est détourné, et du coup ça influe forcément sur son placement, et c'est à partir de là où le but arrive. Et moi au début je pensais qu'il était plus fautif que ça aussi. Merci les amis, on va profiter pour saluer à 21h02 notre ami Stéphane Desenclos. Salut Stéphane. Salut à vous, salut à tout le monde. Comment ça va ? Le quotidien du sport.fr, il se porte bien ?
Ça va, tout va bien. Bah, Tout va bien. super alors. Je ne sais pas si tu nous as écoutés. Nous étions en train de parler justement de cette finale de Coupe de France. Quel a été ton sentiment justement? Sur la finale de la Coupe de France, j'en ai deux. Non, il y en a plusieurs. Déjà que c'était pas un grand match. On va dire que, en gros, Lyon a complètement raté son match et le score ne reflète absolument pas. Le score final ne reflète absolument pas la physionomie du match. Paris n'a pas été non plus exceptionnel, donc ça n'a pas été un grand match. Et puis c'est pas un match inoubliable. Voilà mon sentiment. Merci à toi, mon cher Stéphane. À présent, les amis, on va parler de la Ligue 1. Vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue 1 a clôturé sa saison 2023 à 2024. Elle a rendu son verdict. Le Paris Saint-Germain remporte le titre de champion de France devant l'AS Monaco. Brest finit 3e, n'en déplaise à notre ami El Hadj. Et donc se qualifie en Ligue des Champions. Et puis nos amis Lorientais et Clermont sont relégués. Metz jouera donc les barrages face à l'équipe de Saint-Étienne. J'ai envie d'avoir vos sentiments là-dessus concernant le haut du tableau d'abord, mon cher Lucas. Je trouve que c'est un championnat qui a manqué de compétitivité cette année. On savait depuis un moment que Paris allait être champion. Donc Monaco a fait le taf sur la fin de saison pour assurer leur deuxième place, mais c'est quand même, je trouve que ça a manqué d'énergie. On n'a pas beaucoup vibré en fait. Brest signe une belle troisième place, même si j'ai peur qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Ouais, directement. J'ai peur que ce soit très très compliqué pour eux l'an prochain. En plus avec la réforme et donc 8 matchs et des matchs qui s'annoncent très difficiles contre des grosses équipes. J'ai peur qu'ils se prennent une raclée et qu'ils vivent très mal la saison d'après. Mais bon, c'est la loi du sport. Ils ont mérité leur qualification et on verra. Mais bon. Et Lille aussi aura normalement un trajet plus facile pour y arriver. On verra s'ils arriveront à passer les barrages. Ibrahima, ton sentiment, on reste pour l'instant sur le haut du tableau. Paris Saint-Germain, qui est deuxième là, j'ai un trou. Monaco, Brest et nos amis lillois. Le Paris Saint-Germain qui finit champion de France, fallait s'y attendre. Félicitations à eux. Monaco qui finit deuxième aussi, ils se sont plutôt bien rattrapés, comme l'a dit Lucas, sur la deuxième partie de saison. Il y a un moment où c'était un petit peu, ils ont eu une phase un peu creuse où ils n'arrivaient pas à enchaîner les victoires et ils se sont bien rattrapés. J'ai bien aimé leur fin de saison. Après, pour Brest qui finit troisième, félicitations à eux. Sincèrement, au début de la saison, je pense que personne ici autour de cette table aurait misé sur eux. Et par rapport à la saison prochaine en Ligue des Champions, je suis inquiet, mais en fait, pas tant que ça, parce que je me dis que si les équipes dites plus fortes que Brest n'ont pas pu finir avant Brest, c'est que la saison prochaine, je pense pas qu'ils auraient pu avoir de meilleurs résultats que Brest qu'ils auront de meilleurs résultats que Brest en Ligue des Champions, donc j'attends de voir. C'est sûr que comme ça, ils partent pas forcément favoris, mais je pense pas que Lille, Nice, Lyon ou Lens soient plus forts que Brest l'année prochaine, donc... Ils peuvent mieux se renforcer quand même. Brest avec c'est vrai qu'ils ont plus de moyens, mais... Et Brest avec leur stade et tout, il y a plein de complications. Les équipes françaises en Ligue des Champions, pour l'instant, à part le Paris Saint-Germain, je pense pas que ces équipes-là fassent mieux. Donc, Lyon était sur une bonne dynamique, ils se renforcent, ils vont se renforcer. Ça aurait pu être plus réjouissant que Brest. Ouais, mais Lyon, même la deuxième partie de saison, certes, ils enchaînent, ils sont bien rattrapés, ils finissent 6e, mais le nombre de matchs où ils sont menés au score, ils sont obligés de revenir. Je sais pas s'ils pourront réitérer les exploits la saison prochaine. Ça reste assez fragile quand même. C'est vrai. Mon cher El Hadj, toujours avec le haut du tableau en Ligue 1. Moi, je cache pas ma déception. C'est bien quand même pour Brest, mais je cache pas que Brest, je pense que la saison prochaine, ça va être très compliqué en Ligue des Champions. Je pense que même le coach l'a dit, il a dit, j'ai vu Real Madrid, Bayern, j'ai dit, est-ce que vous êtes sûr qu'on est qualifié pour cette Ligue des Champions, quoi? Parce que le niveau, non mais réellement, il sait pourquoi il a dit ça. Parce que le niveau vraiment, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas la Ligue 1, vraiment. Là, on parle de la Ligue des Champions. Et je pense que pour Brest, ça va être très compliqué. Et j'ai peur que ça entache, comme Nantes, Toulouse, etc. J'ai peur que ça entache leur performance en championnat et qu'ils se concentrent plus sur la Ligue des Champions et qu'ils n'ont pas les joueurs adéquats pour jouer sur les deux tableaux. Du coup, moi, ça me fait peur. Après, on a vu des équipes qui ont lâché. Lens, ils ont complètement lâché. Rennes aussi. Rennes aussi, mais Rennes, il s'est habitué. On est habitué à Rennes. On est habitué à Rennes. Là, on s'attendait plus. Je pense qu'on s'attendait un peu plus quand même de la part
de la part des Lillois et aussi de Lens qui font une meilleure performance. Là, franchement, ils sont passés à côté de leur 34e journée, pardon. Et voilà, on a vu le classement, c'est un classement un peu logique. Monaco vers la fin qui ont rehaussé le niveau. Et même là, qui vont se séparer de Ben Yedder, mais on parle de Miko Tadze même du côté de Monaco. Du coup, on sait qu'ils pourront recruter encore en avant et ils ont encore des bons joueurs avec Mbolo. Ils ont les moyens, Monaco. Monaco, voilà. Moi, ça me fait plaisir que Monaco soit en Ligue des Champions parce que je pense qu'ils peuvent nous honorer sur le plan européen la saison prochaine. Ah bon ? Oui, moi je suis d'accord avec Lucas. Je trouve qu'on n'a pas assisté à une très grande Ligue 1. Pourtant, c'est la première saison où on est à 34 journées, 18 équipes. L'idée de mettre la Ligue 1 à 18, c'est d'avoir une ligue plus compétitive. Et pourtant, je trouve que c'est l'une des saisons en tout cas les moins compétitives depuis maintenant 4-5 saisons. Et c'est bien dommage. Et la preuve, c'est que Lyon, qui est relégable au mois de décembre, réussisse à finir européen à la fin de la saison. C'est une très très belle chose pour les Lyonnais. Il faut les féliciter pour ça. Il faut féliciter Pierre Sage pour le travail effectué. C'est vraiment une très très belle chose pour les Lyonnais, mais ça démontre le manque de niveau des adversaires dans ce championnat-là. Donc voilà, une Ligue 1, moi, qui m'a pas satisfait cette saison. J'espère que l'année prochaine, elle sera beaucoup plus attractive. Et c'est dommage qu'on fasse une réforme pour passer à 18, pour que ce soit plus compétitif. Et qu'une fois arrivé à 18, finalement, on se retrouve avec une des saisons les moins compétitives, comme je le disais tout à l'heure. Mais maintenant, Brest en Ligue des Champions, ils sont en Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire. Enfin, il n'y a pas de... Mais ça ne plaît pas à beaucoup d'observateurs, autant qu'on se dise les choses. C'est inquiétant, oui, c'est vrai que c'est inquiétant. Mais il faut les féliciter pour ça. Si la Ligue 1 était au niveau, Brest ne se retrouverait pas là-bas. Donc les autres n'avaient qu'à faire le taf, c'est ce tout que simplement. Donc, Marseille, Lyon, et que chacun rende compte à soi-même, et on ne va pas enlever la qualification au Brestois. Et moi, j'espère qu'ils ont double fêté cette qualification-là. Elle est amplement méritée, il n'y a rien à dire là-dessus. Et si jamais l'année prochaine, ils doivent se ramasser, ils se ramasseront. C'est tout. Stéphane, ton sentiment sur le haut du tableau en Ligue 1? Bien sûr, comme d'habitude, je viens d'entendre un ramassis de choses avec lesquelles je suis absolument, mais pas du tout d'accord. Alors, dis-nous. Déjà, premièrement, la Ligue 1 est tellement pas compétitive cette année que pour la première fois depuis 20 ans, on a eu 4 clubs en quart de finale et 2 clubs en demi-finale. Tellement elle n'est pas compétitive, la Ligue 1. Maintenant, le Lille, Monaco... On parle du championnat, Stéphane. A réagi. Lille qui a fait une très bonne saison, qui a craqué sur la fin, effectivement, par manque certainement d'effectifs et donc qui est arrivé complètement rincé sur les dernières journées. Mais sinon, on a eu au contraire une Ligue 1 qui a été très compétitive, qui a un résultat, des conséquences, des faits à conséquence, le fait qu'on ait été beaucoup plus loin en Coupe d'Europe, qu'on a fait des bons résultats. Quant à Brest, tout va jouer. Stéphane, on a un souci avec toi côté technique, je sais pas, je vais laisser Jason voir ce qu'il peut faire. Le temps parce que ça grésille fortement dans les casques. Je vais laisser la parole à Léo pour rebondir justement sur le haut du tableau s'agissant toujours de cette Ligue 1. Ouais, moi perso, je pense même que on a un champion, pas l'équipe en soi, mais qui est un petit peu faible par rapport au niveau du championnat. Comme ça a été rappelé, on est en championnat à 18 équipes aujourd'hui. Si on regarde la Bundesliga qui est sur le même modèle, le Bayer Leverkusen a terminé avec 90 points. Stuttgart, qui n'est entre guillemets que Stuttgart, a terminé second avec 73 points. Quand Paris a terminé premier avec 73 points pour Stuttgart et 76 pour le PSG. Le Bayern 72 points en étant troisième. Donc je pense que ça en dit assez long sur le niveau du championnat. Excuse-moi, tu m'entends Malik ou pas? Oui, là on t'entend là. Parce que là, c'est la preuve, ce que tu viens de dire, juste si on s'y prend, qu'il y a de la compétition. Beaucoup plus en Ligue 1 qu'en Bundesliga. Parce que même le premier, il n'arrive pas à marquer autant de points que ça, qu'un deuxième de Bundesliga. Donc au contraire, je ne dis pas que c'est forcément la réalité. Ce que tu démontres là, en fait, c'est mathématiquement, tu montres que c'est beaucoup plus serré en Ligue 1 qu'en Bundesliga, puisque les équipes ont moins de points. Maintenant, le Bayer Leverkusen, moi, je suis désolé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas me dire que cette année, je ne parle pas par rapport... Le championnat de France était plus faible ou n'importe quoi. Au contraire, Paris a gagné moins de matchs. Ils n'en ont perdu que 2, mais ils ont peut-être gagné moins de matchs que ce qu'ils auraient pu faire par rapport aux Allemands. Oui, mais Stéphane, avec un turnover de fou. Comment on peut... Je suis désolé, là, mais comment on peut déduire de ça
dire la Liga est moins compétitive. Parce qu'on a vu les matchs et c'est médiocre. C'est son sentiment, les amis, ça se respecte parce qu'il faut qu'on avance. On va pas relancer Stéphane. On sait, Stéphane, c'est un défenseur féru de notre Ligue 1. Non, mais Stéphane, moi j'entends tes arguments. T'as pas tort sur pas mal de sujets aussi, hein, quand on regarde deux clubs quand même qualifiés en Europa League et en Ligue des Champions. Logiquement, vous donnez tous les arguments pour montrer qu'elle est compétitive. Et vous dites qu'elle n'est pas compétitive. Alors, elle n'est peut-être pas compétitive, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais en tout cas, tous les arguments que tout le monde a donnés, tous les arguments de la saison montrent qu'elle est compétitive. Mais peut-être elle ne l'est pas, mais en tout cas, il ne faut pas utiliser ces arguments-là pour dire qu'elle ne l'est pas. On va profiter pour saluer notre ami Alfred. Alfred, salut à toi, bienvenue. Alors, devant le micro, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner justement ton sentiment par rapport à ce haut du tableau au niveau de la Ligue 1 ? Bah écoute, moi personnellement, je pense que Paris mérite sa place. Après, des clubs comme Monaco sont en deuxième. Et puis bon, Brest, c'est vrai que Brest a fait ce qu'il pouvait faire. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître, il faut féliciter l'équipe de Brest. Maintenant, de façon historique, Brest n'est pas un club qui joue le haut tableau. Ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est à reconnaître ça. Maintenant, concernant la Ligue des Champions, ils auront des difficultés, parce que ce ne serait pas la même chose. Non, mais ils feront peut-être preuve de figuration. Voilà, mais les habitués, Paris, Monaco, bon, Lyon n'est plus. Donc voilà, pour moi, je pense que ça va être un peu difficile. Ils ont, je dirais qu'il faut peut-être, je sais pas, un exemple simple. Je dirais peut-être Brest, ça équivaut un peu à Saint-Etienne dans l'ensemble des supporters, de ce qu'ils sont en train de préparer. Parce que voilà, donc c'est quelque chose qu'ils sont en train de préparer qui va venir peut-être, mais ça va être un peu difficile pour Brest pour la suite. Pour la suite, hein. Merci les amis. À présent, on va parler du bas du classement, notamment avec un barrage qui arrive les 21 et 24 mai prochains. Nos amis messins seront face à l'équipe de Saint-Etienne. Moi, j'ai envie de mouiller tout de suite, les amis. Moi, je ne vois pas Saint-Etienne monter en Ligue 1. Moi, je les vois. Ah ouais? Moi, je les vois. Moi aussi, je les vois. Et ils vont le faire. C'est quoi? C'est la ferveur de... Non, personnellement, je ne les vois pas monter en Ligue 1. Ouais, Ibrahima, donne-nous ton avis. Bah, pour avoir vu le match face à Rodez, par exemple, je pense qu'ils ne sont pas au niveau de Metz. Sincèrement, je pense que Metz est au-dessus. Il y a de meilleurs joueurs. Il y a plus de talent du côté de Metz que de Saint-Etienne aujourd'hui. Après, c'est sur une double confrontation. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais comme ça, de ce que j'ai vu des deux équipes, notamment les derniers matchs, je pense que Metz part favori quand même sur cette double confrontation contre Saint-Etienne. Et là, moi, honnêtement, sans Miko Tadze, j'aurais mis ma main à couper que Saint-Etienne serait monté. Voilà. Après, oui, clairement. Maintenant, c'est compliqué, mais moi, je pense que c'est du 50-50. Voilà, honnêtement, c'est du 50-50. Léo? Moi, je pense que Metz va se maintenir en Ligue 1, parce que je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit sur les derniers matchs de Saint-Etienne, bien que contre Rodez, je les ai trouvés meilleurs. Même si ça s'explique certainement par le fait que Rodez ait joué déjà un barrage 3 jours avant contre le PFC, avec ce que ça implique sur le côté physique et émotionnel, parce que jouer un barrage, c'est jamais facile. Mais je pense que les joueurs de Saint-Etienne pourraient flancher justement sur ce côté émotionnel, de se dire c'est un club historique en France, et l'idée juste de ne pas réussir à le remettre à sa place, parce que Saint-Etienne appartient à l'élite du football français, peut mettre une pression à des joueurs qui ne sont pas forcément habitués à jouer ce type de rencontre. À vous? Moi, je pense que Saint-Etienne vont le faire. Je pense que c'est... En fait, c'est pas la saison ou jamais pour le faire, mais je sais pas. Ils sont descendus il y a 2 saisons. La saison dernière, c'était une saison un peu galère. Là, cette saison, ils sont à ça de remonter en Ligue 1. C'est un club historique de Ligue 1. Je pense que l'aspect historique, il y a un truc différent qui va faire qu'ils vont se qualifier. Je sais pas comment. Je sais pas si c'est la meilleure équipe qui va se qualifier pour la Ligue 1. Mais en tout cas, je suis certain que ce sera Saint-Etienne et ça va être désolant pour nos amis messins. Mon cher Alfred, quel est ton sentiment? Tu fais quoi comme Paris? Saint-Etienne ou Metz? Je partage l'avis d'Abou. Moi, je pense que pour moi, Saint-Etienne a une grande motivation. Je veux bien comprendre que Rodez ait joué, mais bon, pour moi, au vu de ce que Saint-Etienne a montré, les attaquants comme les ailiers, il y a de la motivation. Et ma foi, l'équipe, les supporters sont derrière l'équipe. Donc moi, je pense que voilà, Saint-Etienne peut se qualifier, pour moi. Stéphane, ton avis m'intéresse fortement. Moi, je pense que ça va être très, très compliqué, mais ça, c'est possible. Hein. À ce niveau-là, tout est possible. Je donnerais quand même un léger avantage aux Messins,
parce que les Stéphanois, j'ai l'impression qu'ils finissent quand même très très difficilement la saison. Alors ils sont cuits. Hein. Et peut-être qu'ils ont tout donné contre Rodez, qu'il faut reconnaître qu'ils ont fait quand même un bon match contre Rodez, qui était effectivement en face, qui n'avait pas trop les moyens d'offrir une opposition sérieuse sur ce match. Donc, mais ils ont fait un très très bon match. Malgré tout, ils ont bien beaucoup enrangé. Je pense que ça va être très compliqué contre Metz. Comme de toute façon, depuis que les barrages existent, les clubs de, à part justement l'année dernière, Auxerre contre Saint-Etienne, justement, il y a 2 ans, je crois, il y a 2 ans, ouais. À part ça, c'est toujours le club de Ligue 1 qui s'en sort. Maintenant, tout peut arriver dans un match de foot, mais je donnerais 55-45 en faveur de Metz. Et toi, mon cher Lucas? Moi, je pense de toute façon que l'équipe qui s'apprête à monter a toujours l'avantage par rapport à la dynamique du club qui pourrait descendre. Ils ont gagné beaucoup de matchs cette année, Metz en a beaucoup perdu. La saison, elle est plus difficile pour Metz que pour Saint-Etienne. Donc pour moi, dans 80% des cas, à ce moment-là, forcément, Saint-Etienne a un avantage, au moins psychologique. Je pense, comme Eladj, que Miko Tadze peut faire la différence, mais bon, c'est un sport collectif, c'est pas lui qui fera la différence tout seul. Et je pense que du coup, sur 2 matchs, il y a quand même moyen que Saint-Etienne le fasse. Merci, vous êtes majoritairement stéphanois autour de cette table, si j'ai bien compris. Moi, je suis messin, je l'assume. Effectivement, avant l'instauration des barrages, la première année qu'elle est venue, je me rappelle très bien je me rappelle plus de son nom maintenant, l'ancien entraîneur d'Auxerre qui est monté plein de fois avec 3 et tout, qui m'expliquait, il me disait ça sera effectivement... C'est Furlan dont il dit, je me rappelle plus. Furlan, voilà, Jean-Marc Furlan. Il me disait ça sera très probablement effectivement avantage à la Ligue 2, qui est normalement sur une bonne dynamique. Mais sauf que historiquement, on voit que, je te dis, à part Auxerre il y a 2 ans au tir au but, c'est toujours à l'avantage de la Ligue 1. Ouais. C'est quasiment jamais à l'avantage. Pourquoi ? Parce que les clubs de Ligue 2 arrivent éreintés. Ouais. Éreintés, alors là. Voilà. Ouais, et moi, je pense tout simplement, je le dis tout simplement, c'est juste pour une question de talent. C'est juste mon avis. Les amis, à présent, on va basculer dans l'Europa League.